Bonsoir tout le monde, bonsoir c'est Crazy. Alors, vous avez été nombreux à m'envoyer les dernières nouvelles des médias français, n'est-ce pas, qui une fois de plus s'emballent au sujet de l'affaire Elisa Pilarski-Curtis. Ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. Donc, que dire, encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'ils ont raconté? Donc, d'après le Courrier Picard, il y a deux experts qui sortent du chapeau comme ça un an après. Deux experts donc de la cour d'appel de Reims et puis que j'ai noté ça quelque part, Reims et Toulouse, donc qui ont conclu que Curtis est l'unique auteur des morsures retrouvées sur le corps d'Elisa Pilarski. Hein. D'abord, peut-être les faits. Cécile, il faut qu'on comprenne bien ce qu'il y a dans ce rapport. D'abord, il a été diligenté par les experts, diligenté par la justice. Donc c'est un rapport sérieux, c'est pas une énième enquête ou expertise, c'est un rapport précis qui revient notamment sur les traces de mâchoire. Et ça, c'est l'élément clé. Voilà, ces deux experts vétérinaires qui sont de deux cours d'appel différentes, de Reims et de Toulouse, ont réalisé des moulages de la mâchoire de Curtis, mais aussi de celle des 62 chiens de celui qui organisait ce jour-là la chasse à courre. Et leur conclusion est claire, c'est que les lésions observées sur le corps d'Elisa Pilarski ne sont compatibles qu'avec la mâchoire de Curtis, qui a une mâchoire plus petite que les autres chiens de la meute qui sont d'une autre race. Ces experts affirment par ailleurs que ces chiens de chasse sont entraînés à chasser un seul type de gibier, un seul type d'animal, sanglier ou cerf ou daim, et qu'ils ne s'intéressent pas au reste et surtout pas à un être humain. Par ailleurs, aucun des chiens n'était blessé, ce qui exclut l'hypothèse d'une bagarre. Le seul qui a des traces d'écorchures, des excoriations sur le museau, c'est Curtis. Et les experts expliquent cela en disant qu'il s'est griffé tout seul en s'acharnant pour enlever sa muselière. Et enfin, ces experts ont aussi observé le comportement de l'animal et ils décrivent un chien omnubilé par le fait de mordre, ce qui est selon eux la conséquence d'un dressage mal géré avec perte de contrôle. Curtis, selon eux, a été dressé selon la technique du mordant, une technique qui est autorisée pour certaines races, mais pas pour d'autres, et toujours dans des conditions très encadrées. Ce qui fait, et d'ailleurs l'un des deux experts assimile ça à de la maltraitance animale, et ce qui fait que selon eux, Curtis ne s'arrête de mordre que s'il est épuisé ou si on le contraint par la force, ce qu'Elisa Pilarski, qui mesurait 1,52 m, qui faisait 56 kg et qui était enceinte de 6 mois, était bien évidemment incapable de faire. Alors, un an après quand même, hein, ça c'est quand même... Alors, on devait avoir les résultats des tests ADN vraiment là. Hein, ça a été repoussé, on se rappelle, ça a été repoussé. De novembre, c'est passé à fin décembre, janvier, juin, août, septembre. Et là, donc c'était là, ça devait tomber là. Donc ils vont nous dire que bon, avec le confinement, tout ça, ils pouvaient pas se prendre la tête sur le dossier. Sauf que là, bon, comme par hasard, il y a ce rapport sorti du chapeau qui a fuité dans les médias. Hein, les médias qui, unanimement, sans aucune nuance, conclut que Curtis est le seul coupable. Voilà. Donc, dans certains médias, on nous dit, voilà, il y a 62 chiens qui ont été expertisés, hein, et 62 mâchoires, et donc ça ne correspond pas. Les mâchoires correspondent seulement aux chiens Curtis. Alors, voyez, sur ce média-là, on nous dit 63 mâchoires, hein, c'est ici, 63 mâchoires de chiens comparés. Alors ça, c'est Ouest France, ok? Maintenant, si on regarde, par exemple, BFM TV, hein, BFM TV nous dit que cette fois-ci, c'est que 62 chiens. Alors, je vous retrouve pour que vous voyez, parce que tout ce que je dis, j'aime bien le montrer. Donc voilà, posez également question de ce dernier, ainsi que l'ensemble des canins de l'association au nombre de 62, hein? Donc là, maintenant, on nous dit 62, ok? Et donc sur un autre média, je compare hein, avec un autre média encore, là on nous parle de 67 chiens. Alors là, 67 chiens, ça c'est la dépêche.fr, hein, la dépêche.fr qui nous dit au calme, là, donc bon là ils sont 67, hein, voilà. On le voit pas bien, mais bon vous ferez un zoom chez vous dans la rediffusion. Là, on nous parle de 67 chiens. Bref, donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment un manque de sérieux. Alors pour l'instant, ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'annonce officielle.
Ah oui, j'ai discuté avec une personne qui était dans le milieu des chiens justement et qui me disait qu'elle connaissait donc Elisa Pilarski et que avec Curtis, ils avaient vraiment une relation fusionnelle, que c'était vraiment un gentil chien. Justement, elle se faisait vanner par d'autres personnes, parce que c'est un milieu entre guillemets bien macho, et qui lui disait ah mais ton chien c'est un enfant de cœur, c'est un bisounours, il est trop gentil, donc elle essaie de l'entraîner. Voilà, mais le chien n'a jamais changé de comportement, il a toujours été sympatoche. Il y a trop d'incohérences dans le dossier depuis le début. Voilà, une femme qui a été éventrée, qui a été scalpée, qui a été massacrée. Comment c'est possible qu'elle l'ait été par son seul chien, comme ça en plein milieu d'une forêt, qui pèterait d'un plomb comme ça d'un coup, au bout de je sais pas combien de vies communes ensemble. Enfin, quand on met ça dans le contexte, ça a pas de logique. Ça a pas de logique ce qu'ils nous disent dans les médias. Voilà. La maman d'Elisa avait une fille unique. Son oncle l'avait élevée comme sa fille. Il faut dire que depuis la mort d'Elisa, dans ces conditions épouvantables, ils ont été en quelque sorte privés d'un deuil serein. Et ils aspirent à ce qu'Elisa repose en paix. À chaque fois que j'ai pris la parole, ça a été pour le dire. Là encore, je déplore que le jour de la Toussaint, et à la veille de la Toussaint, la maman d'Elisa Pilarski a pu lire dans des journaux « Elisa a été tuée par son chien », avec parfois même des photos d'Elisa avec son chien, parce que son chien, il s'appelle Ice. Ça n'est pas Curtis. Remettons les choses au clair. Elisa Pilarski a rencontré celui qui a été son compagnon 9 mois avant sa mort. Elle a été enceinte très vite de lui. Elle habitait, toujours au moment de sa mort, elle habitait à Pau, à Rébénac, chez sa mère et son oncle. Lui habitait à Soissons, avec ses chiens. Elle était à Pau avec son chien. Son chien Ice, qu'on voit parfois sur les photos, est aussi un chien dit catégorisé. Mais c'est un chien qui n'a jamais fait aucun concours de quelle sorte que ce soit. C'est un chien qui était tout à fait enregistré comme il le fallait. Elisa était très respectueuse de toutes les règles et de toutes les réglementations. D'accord. Et c'était un chien de compagnie. En fait, il dormait avec Elisa, il vivait avec Elisa. C'est plutôt le compagnon d'Elisa qui, parce qu'il travaillait dans une compagnie aérienne, ça n'est un secret pour personne, qui descendait voir Elisa à Pau, que elle qui montait voir son compagnon. Donc, le temps qu'elle a passé avec Curtis est un temps très bref. Elle l'a vu combien de fois, ce chien? Très bref, mais 2 ou 3 fois? Voilà, ouais. moins de 5 fois. Et 2 jours à chaque fois. Et à chaque fois, elle était avec Christophe en réalité. D'après la maman d'Elisa, c'était même sans doute la première fois qu'elle sortait le chien toute seule. Parce que pour Elisa, qui était une amoureuse des animaux, une amoureuse de la nature, qui était très respectueuse des animaux et de la nature, c'était une monitrice d'équitation, Elisa. Elle était passionnée des chiens, elle adorait les chiens. Alors quand on dit, oui c'est vrai qu'elle disait à Curtis, mon amour, mon chéri, mais parce que mon cœur, parce que elle disait ça à tous les animaux. Voilà, et puis Curtis était un chien sans aucun doute très attachant. Donc quand elle était avec lui, elle était attachée à lui. Il n'y avait pas de problème avec ça. Mais elle voulait absolument pas que ces chiens restent des chiens enfermés. Et donc ce jour-là, alors que Christophe était à son travail, elle a sorti les chiens. Elle a sorti d'abord Chivas. C'était les chiens de Christophe. Elle a d'abord sorti Chivas, puis elle a sorti Curtis, puis elle aurait sorti les autres parce que pour elle c'était insupportable que des chiens restent enfermés. Donc, maître, selon le rapport, c'est Curtis qui mord Elisa, mais elle est en partie déshabillée. Est-ce que le rapport explique ça? Alors c'est vrai que ça a été un des éléments du mystère, hein, et selon les experts, ils ont déjà vu ça dans d'autres affaires. D'ailleurs, c'est parce qu'elle a sans doute elle-même enlevé son pantalon pour essayer de se dégager. C'est-à-dire que le chien aurait mordu le pantalon? De la même manière que la sœur de Christophe Ellul qui a été mordue par Curtis, elle a enlevé son manteau et le chien est parti avec le manteau. Elle a essayé d'enlever ses vêtements, d'après ce rapport, hein, d'après le rapport, les avocats de Christophe Ellul pourront demander une contre-expertise, mais eux estiment que c'est parce qu'elle a enlevé ses vêtements pour essayer de se dégager, d'échapper aux morsures. Je voudrais dire autre chose. Je voudrais dire que depuis la mort d'Elisa, qui a donc rencontré Christophe en février et qui est décédé au mois de novembre, d'accord? Depuis la mort d'Elisa, on a fait
on a fait de Curtis la victime de cette affaire. Et ça aussi, c'est très dur à vivre pour la maman d'Elisa et pour son oncle. Parce que des réseaux sociaux se sont emballés. Et on fait il faut sauver Curtis, il faudrait un avocat pour Curtis. Curtis reste un animal. Il en a eu un, on a reçu son avocat. Mais, on n'a pas... Enfin, je veux dire, un animal ne peut pas avoir d'avocat. Il est pas... Aujourd'hui, il est sujet de droit dans un sens très précis, mais on ne peut pas mettre en examen un animal. Donc c'est aberrant de voir l'emballement de gens qui ne connaissent pas. Les gens aiment les animaux, les gens aiment les animaux, les gens aiment ce chien. Richard, je voudrais justement... C'est surtout, juste je termine, c'est surtout que les gens ont projeté sur Curtis ce qu'ils croyaient être la vérité dans ce dossier, c'est-à-dire qu'ils ont pensé que Curtis était le chien d'Elisa, qu'il aimait sa maîtresse, et ils ont projeté leur propre relation avec leur chien, ce qui n'était même pas ce cas-là. Voilà, il faut le rappeler, ce n'était même pas le cas. Et justement, pour éclairer ce que vous dites, je voudrais qu'on se tourne vers Ariane Chemin. Je rappelle que vous êtes grand reporter au Monde, vous aviez travaillé sur cette affaire, et ce que dit Maître Cathy Richard à l'instant, vous en parliez, c'est-à-dire cette manière dont il y a eu une résonance extrêmement forte autour de cette affaire avec des camps différents. Oui, moi, si je me suis intéressée à l'affaire, c'est que j'ai vu qu'elle faisait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, pas tellement au fond dans le grand public, mais sur les réseaux sociaux, il y avait vraiment deux camps qui s'empoignaient, et on voyait qu'il n'y avait plus de place pour la raison. C'est-à-dire qu'il y avait les anti-chasse à courre féroces, venimeux, irréfléchis, qui voulaient absolument que ce soit la meute qui ait tué Elisa, et puis d'un autre côté, un monde que je ne connaissais pas du tout non plus d'ailleurs, qui est le monde des personnes qui aiment élever les chiens. Christophe, il est comme ça. Christophe est lui, en fait, Cathy Richard l'a bien dit, Elisa, elle aimait les animaux, et lui, il aimait la compète. Il aimait avoir les chiens les meilleurs. Il avait envoyé un texto en disant « Mes chiens, je les élève comme des pitbulls ». Ce qui est intéressant aussi, c'est la personnalité de Christophe aussi pour moi, parce qu'elle n'a peut-être pas été assez explorée. Il a menti quand même à plusieurs reprises. Hein. D'abord, il se connaissait depuis peu de temps. Il ne lui avait pas dit qu'il avait une fille avec une autre compagne il y a beaucoup plus longtemps. Il avait menti sur son âge. Moi, il y a une chose qui m'a aussi beaucoup interrogée, c'est que quand elle l'appelle, lui il travaille effectivement à Roissy, elle l'appelle, elle lui dit « Écoute, je m'en sors pas, Curtis est complètement affolé ». Et lui, il n'appelle pas les secours, il ne prévient même pas ses compagnons de travail. Il fait la route pendant 1 heure et il n'appelle personne. Et quand il arrive dans la forêt, il cherche, j'ai l'impression, je ne veux pas du tout le charger, mais j'ai l'impression qu'il cherche presque davantage son chien parce qu'il sait que son chien, il l'a acheté dans des conditions illégales, etc. Et que tout d'un coup, il panique, effectivement. Et donc, je trouve que cette personnalité est assez intéressante à explorer aussi. On va revenir dans un instant, évidemment, sur ces fameux concours. Cathy Richard, vous vouliez réagir d'un mot? Juste, j'entends Ariane Chemin dire il y a deux camps qui s'opposent. Le camp, en réalité, des gens qui sont pour Curtis et le camp des gens qui sont contre la chasse à courre ou pour la chasse à courre. Enfin bon, peu importe. Très clairement, la famille d'Elisa est pour la vérité, d'accord? Elle n'est ni pour ni contre Curtis, ni pour ni contre les chiens de chasse à courre. Elle est pour Elsa, pour Elisa, pour le bébé qu'elle portait et pour la vérité. Juridiquement, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Redire un mot des ADN. Les ADN, ces histoires d'ADN ont largement contribué à la thèse des complotistes ou des théories du complot de tout poil. Parce qu'il a été dit dès le début, on aura les ADN à telle date. Bon, ce qui est une absurdité, parce qu'on n'a jamais de date certaine. Ensuite, il a été dit dans les médias, on n'aura pas les ADN, ça coûte trop cher. Ce qui était une absurdité, parce que c'était pas du tout le cas. La juge d'instruction avait tout simplement fait ce qu'on fait toujours, c'est-à-dire elle avait sollicité un devis, et puis le devis étant trop cher, elle a décidé de procéder avec un autre laboratoire un peu moins cher, qui est un laboratoire d'État, et puis ensuite avec ou pas d'ailleurs, enfin un laboratoire moins cher, et puis surtout en procédant par discrimination. Donc petit à petit, au lieu de faire tout d'un coup. Parce que extraire les ADN de tant de prélèvements, ça coûtait très cher. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que il a été expliqué que les ADN la salive des chiens ne portait pas leur ADN, contrairement à la salive de l'homme. Et donc que seul l'ADN épithélial, c'est-à-dire des cellules du chien, pouvait être déposé sur Elisa. Donc c'est vrai que cet ADN, dont je persiste à dire que ça n'est qu'un élément du dossier et pas l'élément clé du dossier, un élément parmi tant d'autres, mais c'est vrai que cet ADN sera aussi utile pour savoir quel type d'animal a eu un contact vraiment
au-delà de la léchouille, au-delà du dépôt de poils sur Elisa. Ariane Chemin, vous qui êtes aussi avec nous, on évoquait ces concours, le parcours de ce chien, le caractère de ce chien posait beaucoup de questions. Oui, on voit que c'est un chien qui ne fait pas la différence entre le jeu et l'attaque. C'est ça qui est très frappant, hein. D'ailleurs, c'est un détail terrible dans cette affaire, mais il se trouve que quelques jours après le drame, il déchiquette un ballon qui se trouve dans la cour de la gendarmerie où il est entendu, et il le déchiquette, c'est terrible à dire, mais un peu comme il a déchiqueté finalement sa victime. C'est-à-dire qu'il ne voit pas du tout il ne voit pas le problème, hein, il ne voit pas la différence. Voilà. Et d'ailleurs, Christophe Eluh lui-même avait dit quelques jours après le drame, mais regardez, il s'approche de moi, il me mord, il faut le piquer. Donc il avait bien compris lui-même que ce chien, en fait, ne faisait pas la différence, j'allais dire entre le bien et le mal, mais c'est une mauvaise expression parce que évidemment, un chien, on ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Voilà. Et donc ça a été un vrai problème. Alors, un petit souci effectivement de liaison. Merci Ariane Chemin en tout cas pour cet éclairage. Même question pour vous. Que va faire désormais la famille d'Elisa Pilarski? La famille d'Elisa Pilarski, elle va attendre dans une douleur qui est incommensurable. Il faut le dire. Nathalie a perdu sa fille unique. Nathalie, elle a tout perdu ce jour-là et franchement, elle n'attend plus rien. Elle attend juste un minimum qu'on laisse sa fille reposer en paix. Elle attend la sérénité. Elle attend qu'on arrête de faire de Curtis ce qu'on fait depuis longtemps, la victime de ce dossier. Elle attend qu'on arrête je peux pas dire qu'elle veut qu'on oublie sa fille, mais elle voudrait soit qu'on lui laisse sa fille et le bébé qu'elle portait, soit au moins qu'on ne s'en empare pas comme d'un instrument dans le cadre de la défense de Curtis, qui est la victime, et parfois des chasseurs, et parfois des bourgeois, et parfois j'ai effectivement reçu des menaces de mort, moi, alors que je l'ai dit tout à l'heure, en tout état de cause, il est certain que Curtis était un chien attachant. S'il est un chien dangereux, ça n'en était pas moins un chien attachant. Si on croit ce qu'il dit jusqu'à maintenant, il est dangereux parce que d'un coup, il explose, ce qui peut d'ailleurs être tout à fait en lien avec le fait qu'il ait entendu les chiens de la chasse à courre ce jour-là dans la forêt. Il est évident que ça, c'était imprévisible. C'était imprévisible pour Elisa, cette chasse à courre et d'un seul coup, cette meute qui aboie. Donc, voilà. Mais en tout état de cause, moi-même, j'ai reçu des menaces me disant, si Curtis est euthanasié, on te crève. Bon, je veux dire, c'est hallucinant, parce que d'abord, ça dépend pas de moi, et ensuite comment mettre la vie d'un chien, quel qu'il soit, au-delà de la vie d'une jeune femme qui portait en elle un enfant. Il s'agit pas d'une vie pour une vie, mais simplement de laisser la justice se poursuivre dans la sérénité, comme on l'a espéré le jour des obsèques d'Elisa, et comme on l'a obtenu d'ailleurs, qu'elle se comporte dans le recueil et dans la dignité.